Xi Jinping a obtenu un troisième mandat et sa position au pouvoir le place aux côtés d'un des plus grands dictateurs de l'histoire du communisme. Dans la deuxième partie de ce reportage spécial, nous examinons le rapport de force entre le PCC et les États-Unis et les agissements possibles des nations occidentales face à son développement. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Hier, nous avons commencé à parler du troisième mandat de Xi Jinping. Aujourd'hui, nous passons à la deuxième partie de ce reportage spécial. Dans le discours de Xi, l'accent a été mis sur la réunification de Taïwan avec le continent. C'est le point de vue de la Chine communiste sur l'île, même si le régime communiste n'a jamais gouverné Taïwan. Mais comme le Parti communiste chinois considère que Taïwan fait partie de son propre territoire, il n'a jamais exclu de recourir à la force pour parvenir à ce but. Taïwan est également un symbole d'une Chine libre, et de ce que la Chine peut devenir, c'est pourquoi elle constitue une menace pour le régime chinois, et ils veulent la détruire. Taïwan ressemble beaucoup à Berlin, Berlin-Ouest, pendant la guerre froide, où Berlin-Ouest était un avant-poste de la liberté. Tailleur dit qu'à cause de cela, Xi Jinping est déterminé. Il est déterminé à forcer Taïwan à passer sous le contrôle de la RPC, comme il l'a fait avec Hong Kong. Bien sûr, il n'a pas respecté l'accord avec le Royaume-Uni. Il a forcé Hong Kong à passer sous le contrôle de sa politique en violation des deux systèmes qu'ils avaient élaborés avec les Britanniques. Il l'a placé sous son contrôle, et nous devrions nous attendre à ce que ce soit son intention avec Taïwan. Cela pourrait arriver plus tôt que prévu, pas dans de nombreuses années, mais presque immédiatement, en 2022 ou en 2023. Parce qu'il aura mis de l'ordre dans ses affaires intérieures, ce qui lui donnera les coudées franches pour agir de manière plus belliqueuse en politique internationale, à un moment où l'administration Biden n'a pas montré la force dont les États-Unis ont besoin pour dissuader une invasion conventionnelle de Taïwan. Lors du remaniement des responsables du parti, deux personnes se sont distinguées en ce qui concerne les agressions militaires potentielles de Pékin. Le nouveau chef militaire de la Chine et un fonctionnaire conservant son siège lors du remaniement, tous deux ont une expérience de la surveillance de Taïwan. Cela a également alimenté les craintes d'une agressivité croissante envers Taïwan. Mais selon Grachev, il faut garder à l'esprit les turbulences économiques et s'attendre à l'inattendu. Nous devons absolument redoubler d'efforts, non seulement dans notre surveillance de la Chine, mais aussi pour nous assurer qu'elle ne prépare pas quelque chose de spectaculaire, car c'est lorsque les temps sont durs qu'un dirigeant fait quelque chose de spectaculaire. Peut-être que ce ne sera pas une invasion de Taïwan. Peut-être qu'il y aura une invasion de l'Inde. Je ne sais pas. Que le monde s'engage ou non dans une guerre internationale, que signifie le troisième mandat de Xi Jinping pour le peuple chinois ? Le peuple chinois est entravé par ce régime qui viole les droits de l'homme et limite la capacité des Chinois à exercer pleinement leurs droits, à avoir accès à l'information, à avoir des droits politiques, des droits civils, tels que nous les connaissons en Occident. Et donc le peuple chinois doit vivre sous cette emprise du régime chinois. Voilà donc un aperçu de ce à quoi le peuple chinois peut s'attendre sous un règne continu de Xi Jinping. Et qu'est-ce que cela signifie pour la politique internationale ? C'est un groupe de gangsters. Les dirigeants du Parti communiste chinois sont des belligérants, des agresseurs. En mer de Chine orientale contre les Japonais et contre Taïwan, en mer de Chine méridionale contre les Philippines, le Vietnam et d'autres États de la périphérie. Dans la mer de Chine méridionale, contre l'Inde, le Myanmar. Ainsi qu'en Asie du Sud, le contrôle de l'Afrique, où la présence du régime chinois se définit par l'exploitation des personnes et de l'environnement, partout où le régime chinois se montre. En Amérique du Sud et en Amérique centrale, également. Et cela se traduit par une agression directe contre ses voisins, mais aussi contre l'ordre international libéral, les règles et les normes qui régissent la politique internationale depuis 1945, lorsque les Britanniques et les Américains les ont créés. Compte tenu de tout cela, quelle sera la nature de la rivalité entre les États-Unis et la Chine ? Les priorités américaines devraient d'abord consister à se préparer à une Chine beaucoup plus agressive et assertive que ce que nous avons rencontré jusqu'à présent. La croissance de la Chine a été alarmante, et cela a alimenté un aspect d'agression dans ses politiques étrangères. Après le 20e congrès du parti, nous devons nous attendre à ce que la situation s'aggrave. De son point de vue d'Américain, il suggère ceci.
Avoir une posture de dissuasion plus robuste dans l'Indo-Pacifique, se concentrer sur les violations des droits de l'homme commises par la Chine à l'encontre de ses propres citoyens ainsi qu'à l'échelle internationale, et chercher à abattre le mur de la censure de la Chine, afin que les citoyens chinois puissent accéder à Internet sans aucune entrave de la part du régime chinois. C'est-à-dire en utilisant des technologies qui, en coopération avec les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres acteurs, pourraient être employées pour permettre un accès libre et équitable aux citoyens chinois, et leur permettre d'accéder librement à Internet. Selon Taylor, c'est un combat qui peut vraiment être gagné. Reconnaître que la victoire est possible, que le régime chinois doit être confronté. Et s'il est confronté, il peut être vaincu. Et il peut être vaincu par l'idéologie, ou par des moyens cinétiques. Nous ne voulons pas en arriver à un conflit cinétique, mais à un conflit sur plan idéologique, qui est quelque chose que l'Occident devrait mener de manière agressive contre le régime chinois, pour faire comprendre au monde et au peuple chinois que le régime n'est pas légitime, et que le peuple chinois n'a pas à souffrir sous ce régime. D'autres mesures peuvent être prises. Il y a beaucoup de choses que l'Occident, les États-Unis, les pays du monde entier et le peuple chinois lui-même peuvent faire. Un front uni est absolument nécessaire pour vaincre le régime chinois. Et c'est quelque chose qui peut se coaliser. En fin de compte, il est absolument important d'avoir des médias libres et d'être conscient des efforts de la propagande chinoise et des efforts pour diffuser cette propagande. Et on n'est pas dupe de leurs efforts pour la camoufler en un destin commun de l'humanité, ou une image de la Chine, qui vante le progrès scientifique, ou qui vante l'exploration spatiale, ou le prétendu bonheur du peuple chinois, tout en masquant la vraie nature du régime, qui est une dictature totalitaire. Une façon de garantir le succès est de couper le flux d'argent. Nous, en Occident, nous finançons le Parti communiste chinois, l'Armée populaire de libération et les services de renseignement chinois, en permettant à des entités chinoises de lever des fonds à New York. C'est tout simplement scandaleux et il faut y mettre fin. Nous reconnaissons également le plan d'épargne retraite. Par exemple, les retraités du gouvernement américain ont participé au plan d'épargne retraite par le biais de BlackRock et d'autres entités, ce qui fournit une avenue pour investir dans certains fonds qui seraient investis dans des entités chinoises. En termes de propositions, voici la plus importante. La prise de conscience par les grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley, mais aussi par Wall Street. La prise de conscience de la véritable nature du régime oblige à mettre fin à l'accès du régime chinois à la finance américaine ou à Londres, ainsi qu'aux autres marchés financiers. Si l'Occident ne réagit pas et que le Parti communiste chinois devient la puissance hégémonique dans le monde, à quoi cela ressemblera-t-il ? Si la Chine devait, Dieu nous en préserve, diriger le monde. Bien sûr, tous ceux qui ont un intérêt direct dans cet ordre international libéral pour le libre-échange, la liberté financière, l'échange de marchandises, les droits politiques et les droits de l'homme, constateraient que le régime chinois a une attitude très différente à cet égard. Et leurs relations seraient définies par l'exploitation et le service des intérêts du régime chinois. C'est donc un avenir que, selon nous, nous ne devrions jamais laisser naître. Mais comme le soulignent les experts, tout espoir n'est pas perdu. Le pendule pourrait être en train de balancer en faveur des forces occidentales. Des mesures concrètes peuvent être prises dès maintenant par les pays qui défendent un système et une économie libre et ouverte. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.